Concernant le dialogue politique, je pense qu'il faut faire la part des choses. Vous êtes des journalistes, vous êtes des acteurs de la société civile. Vous pouvez aussi être des témoins de ce qui se passe dans notre pays. Quel est le problème? Qu'est-ce que moi j'ai entendu hier? C'est un président de parti qui dit un dialogue sérieux, c'est un dialogue où c'est pas tout le monde qui est autour de la table. Il a même dit des partis qui n'ont jamais participé à des élections sont invités. En même temps, c'est eux qui disent qu'il faut faire un dialogue politique inclusif. Je ne sais pas comment on peut comprendre ça. En même temps, vous revendiquez que le dialogue soit inclusif, mais vous créez la restriction. Vous créez la restriction immédiatement en disant qu'il faut enlever dans le lot les partis qui, pour lui, ne sont pas suffisamment représentatifs pour être autour du dialogue. Nous avons prôné pour faire un dialogue inclusif, et c'est ce que nous avons arrêté avec nos partenaires de la CEDEAO, où on va inviter tous les acteurs qui ont quelque chose à dire, parce que c'est le devenir de notre nation qui est en jeu. La société civile, les partis politiques, les acteurs indépendants. Nous n'avons pas voulu restreindre ça à tel ou tel, parce que tous les jugements sont des jugements superficiels, qui peuvent dire que oui, dans les élections passées, tel parti a mis tel poids. Si c'est sur ça que nous voulons fonder la règle pour dire qu'on invite quelqu'un au dialogue, on ne va pas être nombreux autour de la table. Or, ce que nous souhaitons, c'est de réunir autour de la table tous les Guinéens qui ont envie de participer à ce débat qui est posé sur cette transition. Et c'est important pour nous de réunir les uns et les autres. Ça, pour lui, l'écueil qu'il a ressorti hier, c'est ça. La deuxième chose, c'est pas parce qu'un leader politique, quel qu'il soit, lui et d'autres, sont inquiétés ou sont susceptibles d'être convoqués par une justice, que leur institution n'est pas conviée autour de la table. C'est même très dangereux de vouloir relier son destin au destin de son parti, parce que les militants, dans leur projet de société, il n'y a pas le nom des personnes. C'est comment faire pour mieux améliorer les conditions de vie des Guinéens. C'est ce qui est dans leur projet de société. C'est pour ça que les gens se mobilisent autour de lui. Ce n'est pas comment défendre telle ou telle personne. C'est si on est au pouvoir, on va faire des routes, des écoles, c'est de ça qu'on parle. On va respecter comme si les droits, etc. C'est de ça qu'on parle dans les projets de société. Donc c'est bien de s'astreindre à ça. Pour le reste, j'aurai une occasion de répondre aux questions me concernant personnellement. Monsieur le ministre, bonsoir. Je suis Oumar Badi Diallo, journaliste du site d'information africaguinée.com. J'ai deux questions. La première, vous avez évoqué un sujet concernant le système de péage. Péage. Voilà. Et est-ce que vous avez cherché à améliorer nos routes? Parce qu'on a des routes, bien sûr, mais chez les autres, on constate qu'il y a de grandes routes de péages où, si vous voulez emprunter, il faut payer quelque chose. Et les camionneurs, il faut les taxer. Mais si on va à l'intérieur du pays, on va constater que nos routes sont tellement petites et ne sont pas, disons, entre griffes, bien faites. Et il y a trop des accidents. Et si on dit encore qu'il faut faire payer les camionneurs, est-ce que ça ne va pas créer des soucis? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et je vais revenir sur la journée du 5 septembre 2023. Il y a eu des manifestations où il y a eu des morts, notamment sur l'axe. Qu'est-ce que le gouvernement dit sur ça? Merci beaucoup. La première chose, attention, les routes en Guinée ne sont pas petites. La route standard, une voie, c'est 3 mètres et demi. Ça veut dire qu'une voie en aller-retour, une route en 2 voies, c'est 7 mètres la largeur. Vous prenez n'importe quelle route de la Guinée ou des États-Unis, le standard c'est 7 mètres. Maintenant, quand vous mettez 2 routes de 7 mètres, vous faites une autoroute. Quand vous faites 3 routes de 7 mètres, juste à poser, vous faites une plus grande autoroute, etc. C'est pas parce que la route est étroite, elle n'est pas étroite parce qu'un véhicule c'est 2,50 m. 2,50 m, 2,70 m, la largeur d'un véhicule, donc quel qu'il soit. Donc les routes ne sont pas petites, sauf que ce n'est pas des autoroutes. Dans beaucoup de pays, les péages sont sur des autoroutes. Effectivement, la réflexion que le ministre a engagée aujourd'hui, c'est de dire les routes sur lesquelles nous voulons investir, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les passer en PPP avec des routes plus grandes et les confier à des sociétés pour les exploiter et donc introduire le système de péage. Ça, c'est un des volets. Le second volet, c'est de dire chaque camion a un poids à charge autorisé. Il faut faire en sorte de contraindre les propriétaires de camions, les transporteurs de marchandises, de respecter les poids définis par les constructeurs, pour faire en sorte que quand ils vont sur la chaussée, dans certains endroits, quand vous voyez la chaussée, à cause des poids très élevés des camions, on a l'impression que le goudron se dérobe. Il se dérobe. Et d'ailleurs, si vous montez sur Sophonie entre la T7 et la T8, sur un endroit, vous avez
vraiment des crevasses, ce n'est pas des trous, mais le goudron c'est déplacé parce qu'il y a des camions très lourdement chargés qui viennent emprunter ces voies. Il faut donc limiter ça. Il y a des systèmes de péage, ce n'est pas nouveau, parce que vers Manéa, vous avez déjà un péage là-bas, mais il faut le rendre systématique quand vous circulez pour que, pas seulement à Manéa, mais partout, qu'on puisse contrôler la charge des camions pour les autoriser à passer. Dans certains pays, lorsque la charge dépasse, vous déversez la marchandise sur place pour continuer. Et ça donne l'objet aussi à des pénalités. Et c'est important de faire ça parce que c'est ce qui permet de rendre les routes plus durables. Maintenant, ça pose une question. Lorsqu'on fait des routes à péage, est-ce qu'on crée des voies alternatives pour les populations qui ne veulent pas payer mais qui sont prêts à supporter les difficultés du transport et de la route pour continuer leur voie? Je pense qu'il faut essayer de voir ça, mais le péage permet aussi d'offrir aux populations des routes mieux entretenues, plus larges, plus sécurisées, où on peut aller encore plus vite, mais il faut peut-être réfléchir aux solutions alternatives. Mais c'est un principe qui mérite d'être discuté aujourd'hui parce que dans la sous-région, quasiment toutes les voies d'accès, quand vous quittez Conakry pour aller à Freetown, quand vous passez la frontière, vous n'avez plus le choix. Vous payez jusqu'à Freetown. Mais vous n'avez pas le choix de passer, de payer ou de ne pas payer. Toutes les voies que vous allez emprunter sont des routes payantes. Donc nous allons travailler dans ce sens-là. La deuxième chose, lorsqu'il y a des incidents, la responsabilité du gouvernement d'abord c'est de dire deux choses, présenter les condoléances aux familles des victimes, déplorer ça. Et deuxièmement, enclencher des processus judiciaires pour mettre la main sur les auteurs, qu'ils soient des forces de défense et de sécurité ou autres, et les commanditaires les arrêter. Et je pense qu'il faut quand même reconnaître et mettre au crédit de la gouvernance du CNRD le fait que pour la première fois, même la clameur publique a permis de mettre la main sur des agents des forces de défense et de sécurité qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes à l'occasion de manifestations. Il faut mettre le crédit parce qu'on est resté ici pendant 10 ans, on n'a jamais vu un tel événement. C'est très important. Ça veut dire que cette impunité qui est dite, elle n'est garantie pour personne. Les auteurs seront recherchés et avec la plus grande rigueur pour mettre la main là-dessus. Ce qui est déplorable, c'est que moi j'ai dit, et que je répète ici, c'est que ceux qui appellent aux manifestations n'ont pas agi avec responsabilité. Parce que quand vous appelez les populations à la rue, vous avez deux responsabilités. Le premier, c'est d'encadrer. La deuxième, lorsqu'il y a des difficultés de faire la manifestation, d'orienter les gens pour qu'ils rentrent chez eux. Mais lorsque vous appelez à la manifestation et que vous restez terré chez vous, même 48 heures après, vous ne dites rien, c'est de l'irresponsabilité. Il faut s'assumer. Mais je n'ai pas dit que les leaders doivent être dans la rue ou pas. Mais ceux qui appellent à la manifestation, c'est des organisations. Ils sont nombreux dans les quartiers, ils ont des militants, ils ont des cadres. Pourquoi personne d'entre eux ne sort à l'occasion de manifestations pour dire attention, rentrons chez nous tranquillement, ce qu'on a voulu faire ne marche pas, rentrons chez nous pour orienter au moins ceux qui les suivent dans ça. Ce n'est pas responsable. Il faut qu'on apprenne aussi cette responsabilité-là. Quand on appelle les gens dans la rue, ben on doit être là, ou amener des gens à être aux côtés de ceux qui répondent pour les orienter dans tous les cas. Mais ils ne sont nulle part. Et le lendemain, c'est les premiers à commencer à se réjouir du décompte des victimes. C'est même méchant. Parce que ceux qui meurent là, c'est une perte pour leur famille. C'est une perte, une plus grande perte pour le pays. Quel que soit, même si on mettait la main sur tous les auteurs, on les ramenait. Ça ne ramène pas à la vie ceux qui sont partis. C'est déplorable. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui aussi que les acteurs sociaux et les acteurs politiques réfléchissent à une meilleure prise en compte de cette difficulté pour encadrer leurs revendications. Surtout que le gouvernement a la main tendue et nous souhaitons que les gens de chipoter sur des conditions, je viens pas, si tel est là, je ne suis pas là, je suis poursuivi. Venez autour de la table parce que les places sont disponibles pour dire ce que vous avez à dire et écouter ce que les autres ont à dire. C'est peut-être une manière, je l'ai dit tantôt, de réinventer notre mécanisme de gérer nos contradictions. C'est ça que le gouvernement a dit. Bonjour, Monsieur le ministre, Mamadou Lamine Barry de Réfé-Guinée. En tant que porte-parole du gouvernement, j'aimerais vous entendre sur cette question, ce qui s'apparente à un scandale qui a récemment éclaté, fuité dans la presse, et par rapport aux 6 milliards donc relatif à une éventuelle rénovation de la résidence de l'autonomie. Est-ce qu'il a été question lors de cette rencontre? Est-ce que des explications ont été apportées? Quelle est la part de vérité du gouvernement? Non, je vous ai dit ce que je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Vous ne connaissez rien de ce dossier. Ceux qui en parlent ne savent pas ce qu'il y a. Vous savez, je vais vous dire, un ministre, quel qu'il soit, ne fixe pas les prix des ouvrages. Il y a des structures de l'État qui sont chargées de ça. C'est des programmes. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, aussi, que les acteurs sociaux et les acteurs politiques réfléchissent à une meilleure prise en compte de cette difficulté pour encadrer leurs revendications. Surtout que le gouvernement a la main tendue et nous souhaitons que les gens de chipoter sur des conditions, je viens pas, si tel est là, je ne suis pas là, je suis poursuivi. Venez autour de la table parce que c'est les premiers à commencer à se réjouir du décompte des victimes. C'est ça que le gouvernement a dit.
Moi, c'est moi qui ai rénové ce bâtiment, je ne sais même pas combien ça coûtait ici. Pourtant, c'est moi qui ai signé le contrat ici. Je ne viens pas demander combien coûte le staff, combien coûtent les sièges sur lesquels vous êtes assis, ce n'est pas mon problème. Il y a une entité de l'État qui est chargée de faire ça. Pour moi, me rassurer que tout ça là est normal. Moi, je sais. Pas au ministre d'aller à Madina pour savoir combien ça coûte la peinture, combien ça coûte ça. C'est pas mon boulot. Et puis la résidence des premiers ministres, ce n'est pas une maison ordinaire. C'est un symbole de puissance et de respectabilité. Nous devons accepter d'avoir des maisons qui répondent à ces normes-là. Vous tous ici, si vous allez à Paris un jour, vous allez rêver d'aller rentrer à Matillon. Même vous allez vous arrêter derrière le marbre de Matillon pour faire des photos. Combien de nos parents arrivent aux États-Unis, la première chose qu'ils font, c'est aller à Washington, s'arrêter derrière la grille à 300 mètres de la Maison Blanche pour faire des photos. Pourquoi? Pourtant, la Maison Blanche, c'est une maison ordinaire, vue de l'extérieur. Mais ça symbolise la puissance de l'Amérique. C'est pour ça qu'on court derrière ça. Quand c'est la puissance de l'État, quand c'est le symbole de la nation, ça ne se compte pas en millions, ça se compte en milliards. Et c'est cela l'État. Il faut l'assumer. Moi, je ne suis pas quelqu'un de complexe. Quand on achète un avion, oh là là, le président ne doit pas aller en avion, le ministre. Oh, il ne doit pas voyager en business. Il doit aller en classe économique, peut-être même dans la soute. Il faut arrêter. Nous sommes un pays qui veut se faire respecter. On a beaucoup de pays, quand les chefs d'État viennent ici, ils viennent avec 2 avions. C'est comme ça qu'on les respecte aussi. Un avion qui vient déposer d'abord ses agents de sécurité pour s'assurer que là où il va, là où il mange, là où il dort, tout ça, 30 personnes. Et puis 2e avion, c'est son protocole. Et le président vient après. C'est comme ça qu'on respecte les pays. Donc vous voulez qu'on construise une résidence de Premier ministre après en disant non, non, ça n'a coûté que 500 millions de francs, c'est bon, c'est raisonnable, c'est modeste, la peinture elle part tous les jours, le lendemain on reprend. Les fauteuils, c'est n'importe qui peut les acheter maintenant. Non, non. Les équipements qu'il y a dans la résidence des premiers ministres, on ne les trouve que là-bas. Parce que ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour lui, c'est pour nous tous. Ça nous représente dans notre puissance, dans notre sérieux, dans notre respectabilité. Quand vous recevez des chefs d'État, ça doit se sentir là. Ce n'est pas la maison de Ousmane Gaba. C'est dans la maison de l'État guinéen. Et c'est cela le symbole. Donc arrêtons de discuter sur les chiffres. Ceux qui veulent comprendre le détail, ils n'ont qu'à aller questionner le contrat. Ça vaut mieux. Vous comprendrez ce que ça contient. Au lieu de dire c'est un scandale, le Premier ministre. Mais le Premier ministre ne regarde pas ça, ce n'est pas son problème. Il y a des structures de l'État qui fait. Après, quelqu'un s'est même inquiété. Comment ça fait-il que c'est le subordonné du Premier ministre qui lui donne l'autorisation? Mais même si c'est le président qui veut faire une dépense, le ministre de l'économie qui donne la dérogation. N'importe qui. C'est lui le gardien de l'argent de la Guinée. Ce n'est pas quelqu'un. Quand il y a un billet de banque à signer, là, regardez le nouveau billet de banque là, c'est signé par Moussa Sissi. Ce n'est pas signé par le colonel Mamadou Doumbouya. Ah, c'est lui le gardien de notre richesse. C'est ça son travail. C'est lui qui autorise qu'on dépense. Même quand je vais acheter mon carburant, c'est lui qui autorise. Sinon, on ne paye pas. Donc, il faut respecter ça. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, avant d'aller dans les polémiques, parce que ça n'en vaut pas la peine, questionner les contrats. Dans la lettre, en tous les cas, les lettres qui ont été publiées, il n'y a rien d'incriminant là-dedans. Le gré à gré, c'est une procédure d'attribution du marché légale. C'est encadré par la loi, mais ça se fait. Si la loi interdit le gré à gré et qu'on fait le gré à gré, à ce moment, on est dans l'illégalité. Mais si la loi on l'autorise, il dit dans quelles conditions vous le faites. Donc il ne faut pas crier là-dessus. Deuxièmement, l'autorisation de la dérogation pour des caractères d'urgence, cette appréciation ne revient qu'au ministre de l'économie et des finances. S'il a estimé que les arguments avancés lui conviennent, ici, si vous étiez ministre de l'économie et des finances, vous auriez pu dire non, moi ça ne me convient pas. Mais c'est une appréciation personnelle. Quand on me demande de proposer quelqu'un à nommer, c'est d'abord ma conviction personnelle. Je ne fais pas un sondage dans l'opinion. Je regarde une personne, je dis, ah tiens, lui il est beau, j'aime bien son concept. C'est d'abord une perception personnelle. Je n'ai pas le temps de lui faire un concours, on m'a dit de choisir le concours. On m'a pas dit d'organiser un concours. Donc je choisis sur des paramètres souvent irrationnels, comme tout individu. Donc acceptons ça, arrêtons d'infantiliser nos États et de réduire notre présence. Chaque fois qu'on essaie de tirer les gouvernements vers le bas sur des questions comme ça, on affaiblit aussi notre institution. Et les congrès de débat, c'est très important. Et le Premier ministre a couru, il dit, n'utilisons ni la parole ni la plume pour filer les gens vers le bas. Il faut se lever.